à tous et bienvenue sur la chaîne de l'étudiant pour cette première journée des épreuves de spécialité. Alors aujourd'hui, nous allons corriger l'épreuve de spécialité de physique-chimie de ce lundi 20 mars. Et pour cela, j'accueille Lucas Benasser. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur de physique-chimie au lycée Jules Ferry à Conflans-Sainte-Honorine. Conflans-Sainte-Honorine, tout à fait. Ok. Du coup, alors un sujet en 3 exercices. On avait un premier exercice sur 11 points donc, qui faisait appel à la physique, donc à l'optique principalement, à la découverte de Saturne. Un deuxième exercice sur 5 points de chimie organique, synthèse de l'arôme de banane. Et un dernier exercice sur 4 points qui était sur la formulation de l'aspirine. Donc là aussi, un exercice de chimie. Alors, un sujet plutôt long, mais qui s'apparente à des TP, vous me disiez. Alors tout à fait, donc il est relativement long le sujet, donc ça se comprend, mais c'est un petit peu une reproduction de ce qu'ils ont vu au TP généralement. Mais voilà, il y a quand même pas mal de questions pièges, il y a pas mal de calculs intermédiaires à faire, etc. Oui, donc on va voir ça tout de suite, justement, les petits pièges à éviter dans chacun des exercices. Donc on va commencer peut-être par le premier exercice, donc à la découverte de Saturne. Donc de manière générale, qu'est-ce qui était attendu dans cet exercice alors? Alors donc là, ici, en gros, on attend d'eux à ce qu'ils nous montrent qu'ils aient compris le fonctionnement des lunettes astronomiques. Et après, on est passé sur la diffraction de la lumière. Donc pareil, donc il faut qu'ils appliquent une loi générale sur la diffraction de la lumière. Et enfin, pour finir, un petit peu sur la dynamique et un petit peu de Kepler sur la dernière partie. Ok, alors on va peut-être commencer par la première partie de l'exercice, alors donc l'observation de Saturne par Huygens. Alors, donc pour cette première partie... C'était une grosse alerte de bien penser à remettre l'annexe dans la copie, puisque effectivement, il fallait faire pas mal de choses sur cette annexe. Sur cette annexe, oui. On en a fait appel quand même 2-3 fois à l'annexe. Voilà, donc il fallait suivre pour la compléter. Sur la première question, pas de difficulté particulière, préciser le sens du terme afocal, question de cours, voilà. De définition. C'est une question de cours, c'est le principe même de fonctionnement de la lunette astronomique. Hein. Donc en gros, on va avoir une image qui va se former à l'infini. Voilà, tout simplement. D'accord. Du coup, donc pour la question 2, donc, je vais compléter directement le schéma ici. Donc ici, on vous demande juste de placer les points... le point F2 prime et F2. Oups, je n'ai pas avec le stylo. Alors, du coup, donc, le principe de la lunette astronomique, c'est que le point focal image de l'objectif il est confondu avec le point focal objet de l'oculaire. Donc ici, je vais avoir F2, ici. Donc le F2 prime il est symétrique à F2. Donc je vais avoir F2 prime qui est ici. Ok. Donc ça c'était pour la question 2. Donc pour la question numéro 3, ici on vous demande de construire du coup l'image de l'objet AB. Alors donc ici donc, le conseil que je vous donne c'est de construire le trajet du rayon lumineux qu'on connaît tous. Donc c'est celui qui passe par le centre optique. Comme on aura une image qui est à l'infini, l'objet qui est à l'infini, donc l'image va se former au point focal. Donc je vais construire ici, alors donc moi je vais peut-être pas le faire tout droit, mais vous normalement vous êtes censé le faire tout droit. Donc je vais avoir un point ici, et du coup l'autre rayon lumineux, donc il doit converger vers le même point, c'est-à-dire qui est ici. Donc vous allez avoir, hop, vous allez avoir ça, d'accord. Donc ici, du coup ça me donne, oups, donc ça me donne le point. Hop, alors on l'a appelé, oula, je me suis trompé, c'était ici. J'ai pas tracé, alors, donc c'est ici, hop, donc B ici, A1, B1. Hop, du coup ça fait un petit peu brouillon, mais bon, je pense que vous avez compris. Donc ça c'était pour la question 3. Hein. C'est pour la question 3. Ensuite, justement, sur cette question-là, il y avait un petit piège à éviter, vous me disiez, ou c'est sur la question 4 Alors, tout à fait. Ouais. Donc, pour la question 4, donc pour vérifier que cette lunette pourrait être afocale, il fallait juste faire la somme de F1 plus F2 et que vous trouverez que c'est égal à peu près à la distance entre l'objectif et l'oculaire. Et là, il faut faire attention, il faut soustraire les 36 cm pour la distance entre l'oculaire et l'objectif. Oui, ce qu'on pouvait, il y avait un risque d'oublier ça en fait, de soustraire cette distance-là. Tout à fait, ouais. Donc on peut vraiment tomber dans ce piège et donc après on ne trouvera pas le bon résultat. Ok.
Sur les questions suivantes, des difficultés particulières Donc sur les questions suivantes, pareil, donc la question 5, c'est pareil, c'est sur le schéma. Donc ici, pareil, donc, du coup je pars d'ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le rayon lumineux le plus connu, donc c'est celui qui passe par O. Hop, donc vous allez obtenir quelque chose qui fait ça. Et du coup, pour les autres rayons lumineux, quand ils ressortent de la lentille L2, ils sont parallèles à ce rayon lumineux. Donc je vais avoir celui-ci, ici. Alors, du coup, comme ici, je l'ai mal fait, hop, donc je me retrouve ici pour le deuxième rayon lumineux. Voilà. Ouais, question 6 et 7. Donc pareil, donc 6, 7, enfin 6, donc c'est une question de cours, hein, donc la définition du grossissement, donc c'est θ' sur θ. Pour la question 7, il fallait faire un petit peu de géométrie ici. En gros, il faut exprimer les angles θ et θ' en fonction de l'opposé et de l'adjacent. Donc il va avoir du coup la tangente de θ qui est égale à θ, parce qu'on travaille avec des angles très petits, la tangente de θ' qui est égale pareil à θ'. Donc il vous fait un petit calcul de géométrie, ils vont trouver donc, comme quoi le grossissement de Huygens est égal à f' sur f2'. Donc la question 8, pardon, donc c'est un petit calcul, hein, donc ils ont f1', ils ont f2', et normalement ils vont trouver une valeur de 47 pour le grossissement, c'est ce que moi j'avais trouvé. Ok. Voilà. Et donc ce résultat-là, il va nous aider par la suite, on va devoir remobiliser ce résultat-là? Alors tout à fait, donc c'est un résultat qu'on utilisera juste après pour la question 9. Donc si malheureusement vous êtes trompé ici, il y a un petit peu de chance de se tromper à la question 9, mais ce qu'on avait dit au départ, c'est que la démarche, elle est quand même notée, elle est valorisée, donc c'est pas parce que vous vous êtes trompé de la valeur que c'est mort. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Donc il faut faire de toute façon tout le raisonnement, bien tout expliquer, même si in fine le résultat n'est pas forcément le bon. C'est l'entièreté du raisonnement qui va être notée. Exactement. Donc ça ne veut pas dire qu'on aura 0 à la question parce qu'on n'aura pas le bon résultat. La démarche, elle compte. Ok, donc là on arrive sur la deuxième partie de l'exercice. Donc là c'est sur la diffraction. Sur la diffraction, donc pareil, donc ici on vous dit que le phénomène de diffraction limite parfois l'observation des objets célestes. Donc le phénomène de diffraction que vous avez vu en cours ici. Quand l'ouverture elle est très petite et qu'on se retrouve du coup avec des phénomènes de diffraction de la lumière et on a du mal à voir les objets. Donc ici, on vous a donné une formule qui vous permet de calculer l'angle de diffraction des rayons lumineux qui arrivent de Saturne. Pour cette question, donc là on fait vraiment appel à la démarche personnelle des élèves, donc il y a quand même quelques intermédiaires à faire. Donc là en gros il fallait qu'ils calculent θ diffraction en utilisant la formule. Ils ont le lambda, ils ont le A, donc c'est-à-dire le diamètre d'entrée pour les lunettes de Galilée. Par contre c'est là qu'il faut faire attention, donc on parle de lunettes de Galilée et non pas de Huygens. Donc ils calculent le θ diffraction, ensuite en utilisant le grossissement qui est égal à θ' sur θ, donc ils peuvent calculer le θ', ils calculent cette valeur de θ' à ce θ, et ils peuvent déduire ensuite pourquoi justement Galilée ne pouvait pas voir les anneaux de Saturne. Eh oui. Ok, super, voilà. Très bien. Partie 3. Partie 3. Donc, alors là, une partie plutôt courte, en tout cas assez rapide à réaliser selon vous? Normalement, c'est assez rapide, mais encore faut-il ne pas oublier le principe fondamental de la dynamique. Et après, normalement, les calculs, ça ressort, on va dire, assez évidemment, on va dire. En fait, les documents, les schémas qui étaient présentés dans les documents étaient assez explicatifs. Il fallait vraiment se baser sur ça, plus le cours. Tout à fait. Donc le schéma, il est très important. En gros, il y a une phrase du texte qui est très très importante. Mais voilà, comme d'habitude, le texte il est assez long, donc il fallait quand même se référer aussi au schéma si jamais vous avez un doute. C'était quelle phrase qui était alors en fait, dans le texte, en gros, il y a beaucoup de phrases qui traduisent la période de rotation de Titan autour de Saturne, et voilà, en fait, c'est ce qu'on leur donne. Cet élément-là qui est... Oui, d'accord. C'est ça qui est représenté en schéma. Tout à fait.
Ok. Donc là, sur les différentes questions, pas de difficulté particulière selon vous? Il n'y a pas de difficulté particulière. Donc pour la question 11, en gros, 16 parties parce qu'ils sont censés trouver la période de rotation de Huygens de 16 jours. Donc ensuite pour la deuxième question, la question 12, pardon, la question 2 de la partie 3, donc la question 12, donc on leur demande de donner l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle. Donc c'est une force vieille comme le monde, donc normalement qu'ils ont l'habitude de voir. En gros ici on va voir, il faut juste ne pas oublier le vecteur UN, donc cette force s'exprimera selon UN, donc et ça sera donc, G fois la masse de Saturne fois la masse de Titan divisé par le rayon au carré. Voilà. D'accord. Et les autres questions? Donc pour les autres questions, donc pour la question 13, donc là, c'est là qu'il faut utiliser le principe fondamental de la dynamique. Donc il va avoir la somme des forces extérieures qui sont égales à la masse fois l'accélération. Par contre, il ne faut pas oublier de décomposer l'accélération ici. On a une accélération tangentielle et une accélération normale. Donc par identification, ils vont trouver l'accélération tangentielle qui est nulle, donc ça leur permet de déduire que la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme, circulaire. Et du coup, avec la deuxième relation, c'est-à-dire selon UN, ça leur permettra de calculer justement la vitesse en exprimant l'accélération normale comme étant v carré sur r. Ok. Dernière question, on peut en déduire du coup? Voilà, dernière question, c'est juste à remplacer, mais il ne faut pas oublier de définir c'est quoi la période en gros. Donc la période, c'est le temps nécessaire pour Titan pour faire un tour. Donc un tour, c'est 2πr. Donc ils vont avoir la vitesse fois la période qui est égale à 2πr. Ils vont remplacer dans la formule et ils vont trouver normalement environ 15,97 jours, il me semble, c'est ce que j'avais trouvé. Voilà. D'accord, très bien. Ensuite, on passe au deuxième exercice, du coup. Donc là, on en finit avec la physique et on passe à donc, la chimie, avec l'exercice sur la synthèse de l'arôme de banane. Alors, d'après vous, de manière générale, cet exercice, il était un petit peu complexe, mine de rien? Alors, un petit peu complexe parce qu'il y avait quand même pas mal de documents. Oui. Et c'est là que les élèves pouvaient avoir quand même un petit peu de difficulté à chercher la bonne information au bon endroit. Donc voilà, c'est technique, donc il faut vraiment avoir l'habitude de le faire. Il y avait beaucoup de calculs aussi à faire? Alors, des calculs, il n'y en avait pas tant que ça, il me semblait. Alors, il n'y avait pas tant de calculs que ça dans cet exercice, mais c'était vraiment la recherche des informations des documents. Au bon endroit. C'est ça, qui posait problème. D'accord. Donc, dans la première partie... Donc, dans la première partie... Alors, il faudrait que je me perde dans mes notes. Donc, dans la première partie, donc la première question, on leur demande une formule topologique. Une formule topologique, il faut juste ne pas représenter les liaisons CH. Donc, je présente CH, c'est les C et les H liés. C'est-à-dire, quand on a un OH, par exemple, ça, il faut le représenter. Quand on a un CO, il faut le représenter. Sinon, vous retirez tous les CH. Et en gros, à chaque sommet, ils ont un carbone. Donc ça, il faut faire attention. D'accord. Voilà. Donc pour la deuxième question, oui, donc je pense qu'ils ont l'habitude d'écrire ce forme de transformation chimique. Il fallait juste faire la conservation des charges et la conservation des espèces chimiques. Et on déduit que P est bien de l'eau, donc c'est H2O. On passe à la 3 ? On passe à la 3. Voilà. Alors, donc, pour la 3, donc, ici, c'est de l'analyse. Hein, donc, vous avez l'analyse par spectroscopie infrarouge. Donc, on vous demande juste d'identifier, donc, parmi les deux spectres qu'on vous a donnés, lequel qui correspond à l'acide et lequel qui correspond à l'alcool. Donc, vous imaginez bien qu'il y a des OH dans les deux. Alors, même si les OH des alcools n'absorbent pas de la même manière que les OH des acides, mais ici on ne vous demande pas d'être assez précis là-dessus. Donc même si vous ne comptez pas sur ce pic-là pour les séparer, ce n'est pas grave. Mais par contre, on sait que dans le cadre de l'acide, il y a ces double liaisons O, ce qui n'est pas dans l'alcool. Et évidemment, cette liaison, on vous dit qu'elle a une absorption qui est forte et fine. Et c'est ce qu'on voit dans le spectre B. Du coup, on peut dire que le spectre B, donc ça correspond évidemment à l'acide, et du coup le spectre A, celui qui en reste, ça sera l'alcool. Donc ça, c'était pour la question 3.
Ensuite, on passe à la deuxième partie de cet exercice, donc comparer des protocoles de synthèse en fait. Voilà, donc pour cette partie, donc, vous avez carrément un protocole de synthèse. Oui. Donc en gros, on leur détaille le protocole. Et là aussi, les valeurs qu'on donne dans le protocole, elles sont très importantes. Il faut faire attention après pour faire les calculs qui suivent. Donc pour la question 4, on leur demande en gros de nommer les deux étapes 1 ou 2. Donc c'est une question, j'allais dire de cours, mais plus de TP. D'accord. Donc à la première, donc on va avoir du coup la réaction chimique, hein, parce que pour faire une synthèse, il faut une réaction chimique. Et du coup pour la deuxième, on essaie de séparer du coup le produit qui nous intéresse du reste. Sur la question 5, une question de définition du coup. Voilà, donc un catalyseur, maintenant normalement ils savent tous ce que c'est. Donc un catalyseur, c'est une espèce chimique qui vous permet du coup d'accélérer la transformation chimique parce qu'on travaille souvent avec des réactions qui sont relativement lentes. On a besoin de les accélérer, donc parfois on chauffe, parfois on jette des catalyseurs. Et parfois les deux. Alors donc pour la question 6, donc le montage à reflux, donc les élèves ont bien constaté qu'à chaque fois qu'on fait une synthèse, on utilise un montage à reflux. Évidemment, le but quand on fait une synthèse, c'est de ne pas perdre les produits, sinon on va avoir un rendement extrêmement faible. Donc le chauffage à reflux, justement, ça nous permet de garder nos réactifs dans le ballon où on fait notre transformation chimique. D'accord. Alors pour la question 7, donc là ça demande quand même un petit peu de gymnastique on va dire, parce qu'il fallait regarder dans le document qu'est-ce qu'on rajoute à cette étape. Donc on vous dit qu'on rajoutait de l'hydrogénocarbonate. Et dans les données, on vous a donné le couple de l'hydrogénocarbonate, et vous voyez bien que quand l'hydrogénocarbonate réagit, je vais avoir du CO2 qui se produit. Donc ce dégagement gazeux, ça correspond bien à du CO2. Voilà, c'est pas évident pour tout le monde peut-être de voir ça. C'était en tout cas ce qu'il fallait observer. Voilà. À la question 8. Donc à la question 8, donc pour déterminer le réactif limitant, ici on a une transformation chimique avec des coefficients stoichiométriques de 1 partout. Donc soit vous faites un petit tableau d'avancement, hein, vous avez tout à fait le droit et peut-être que ça vous rajoutera des points. Donc là il faudra calculer la quantité de matière des réactifs. Évidemment, celui qui a la quantité de matière la plus petite, donc ce sera notre réactif limitant. Et ici, il me semble, je ne sais plus qu'est-ce que je pense, j'avais trouvé que c'était l'alcool qui était le réactif limitant de mémoire. D'accord. Voilà. Ensuite, on a deux autres protocoles qui nous sont présentés. Et là, c'est là que va commencer le travail de comparaison. Voilà, exactement. Alors, donc pour la question, pour la question 9, donc déjà, donc on leur a demandé de calculer l'énergie de chauffage. Donc on se demande déjà pourquoi on nous demande de calculer ça. Donc c'est pas quelque chose, ça, par exemple, c'est vraiment pas classique, c'est pas quelque chose qu'on fait en chimie. Ah oui. Oui, voilà, donc calculer l'énergie qu'on a utilisée pour faire une synthèse, c'est pas quelque chose qu'on demande souvent à des élèves. Mais là, du coup, c'est extrêmement intéressant parce que LR, on parle beaucoup de l'écologie, c'est super intéressant. Donc ici, pour calculer l'énergie, donc c'est la puissance fois le temps, hein, donc il faut multiplier donc la puissance de 800 watts fois les 30 secondes. Donc ils vont trouver dans les 2,4 fois 10 puissance 5 joules, qu'ils comparent à l'énergie consommée par le ballon pour la synthèse, et du coup on remarque que c'est quand même moins énergivore avec le micro-ondes qu'avec un ballon. Voilà, et du coup pour la question 10, justement pour répondre à cette question, il faut bien regarder le schéma. Donc dans quelle situation je vais avoir une synthèse qui respecte vraiment l'environnement, et je regarde mes trois protocoles. Donc ici, le protocole C, il y a du cyclohexane, hein, donc c'est un solvant quand même qui est très dangereux pour l'environnement. On a le protocole A et le B qui sont exactement pareils, sauf que dans le B, on utilise moins d'énergie. Donc on va dire que c'est le protocole B qui respecte plus l'environnement. L'environnement. Voilà. Ok, donc là, dernier exercice. Donc, on est encore sur de la chimie. Une formulation de l'aspirine. Là, de manière générale, cet exercice... Alors, donc cet exercice, c'est les acides et les bases, grosso modo. Donc, on en repose pas mal de questions là-dessus. Donc, c'est un petit exercice, mais qui demande quand même un petit peu de réflexion. C'est surtout à la fin où
On doit retrouver la masse de l'acide salicylique qui est contenu dans un sachet. Il ne faut pas oublier de multiplier fois le facteur de dilution. Sinon, pas de difficultés majeures, on reste sur... Alors, des difficultés majeures, non, s'ils font attention à ce petit piège à la fin, malheureusement que les élèves ont tendance à oublier assez souvent, normalement, ça devrait bien se passer. Donc ça, c'était faire attention sur la dernière question? C'est plus sur la dernière question, exactement. Voilà, quand ils vont calculer la concentration de l'espèce B, donc il ne faut pas oublier que cette espèce a été diluée parce qu'on l'a remise dans une fiole jaugée, on l'a diluée par 10. Donc la concentration qu'ils trouvent, il faut qu'ils la multiplient fois 10. Et après, ils vont multiplier fois le volume pour trouver grosso modo la quantité de matière de l'acide salicylique. Ils ont ensuite la masse molaire, donc ils peuvent trouver la masse. Donc moi j'avais trouvé, ce qu'on vous demande de calculer en gros c'était le Z-score. J'avais trouvé de mémoire 50 divisé par 30, on est à peu près à 1,6, inférieur à 2, c'est-à-dire que le résultat trouvé il est plutôt pas mal. D'accord. Donc finalement, de manière générale, un sujet effectivement long, donc il fallait à la fois passer assez vite sur des questions qui étaient peut-être plus de définition de cours, mais à la fois faire attention à ces petits pièges dans chacun des exercices qu'on a pu voir ensemble. C'est ça, il y a pas mal de questions où on attend vraiment une démarche personnelle des élèves. Oui. Alors, si les questions, généralement, ils ont quelques points, on va dire, mais... Toujours penser que le raisonnement a sa valeur et que, du coup, même si on se sent peut-être perdu ou si on se rend compte qu'on n'a pas forcément le bon résultat, quand même aller au bout des choses et de son raisonnement parce que ça compte énormément. Voilà, c'est ce qu'on demande aux élèves. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé le résultat que vous avez 0, mais pas du tout. Oui, voilà. Super. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu corriger ce sujet avec nous. Je vous rappelle aussi que sur le site de l'étudiant, vous pouvez retrouver le corrigé écrit de l'épreuve de spécialité de physique-chimie, mais également sur la chaîne de l'étudiant, vous allez retrouver d'autres corrigés vidéo de l'épreuve de SES et de mathématiques pour ce lundi 20 mars. Et sur le site de l'étudiant, vous retrouverez les corrigés écrits des autres spécialités de cette journée. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.